Bienvenue, voyageurs cosmiques, à une grande visite des destinations les plus extrêmes de notre système solaire. Nous nous aventurons vers des frontières où la physique sculpte des paysages d'une hostilité inimaginable. Ces mondes mettent à l'épreuve la résilience de notre technologie la plus avancée. C'est un voyage qui nous rappelle à quel point notre propre douce bille bleue est précieuse. Nous verrons des tempêtes violentes, des pressions écrasantes et des températures extrêmes. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est la réalité de notre propre arrière-cour. Des endroits où l'univers démontre sa puissance brute et indomptée. Alors que nous cherchons la vie au-delà de la Terre, comprendre où elle ne peut pas exister est crucial. C'est une visite des mondes les plus inhospitaliers du système solaire, une célébration de leur nature belle et brutale. Préparez-vous à l'extrême. Notre voyage cosmique commence maintenant. Notre première destination est Vénus, autrefois imaginée comme la jumelle de la Terre. Mais à mesure que notre regard scientifique perçait son voile perpétuel de nuages, le rêve s'est dissous en une vision infernale. Vénus n'est pas la jumelle de la Terre. C'est son conte moral. Sa beauté dissimule un environnement de surface si extrême qu'il redéfinit la catastrophe planétaire. Le ciel est une couverture toxique, exerçant une force inimaginable. Des gouttelettes d'acide sulfurique corrosif pleuvent. L'atmosphère, presque entièrement composée de dioxyde de carbone, est 90 fois plus dense que l'air terrestre. La pression équivaut à se trouver à 1 km de profondeur dans nos océans. Cela crée l'effet de serre le plus intense de notre système solaire, cuisant la surface. Vénus est une leçon frappante de physique atmosphérique, une catastrophe climatique incontrôlable figée dans le temps. C'est un monde fournaise, enveloppé de poison, avec un jour plus long que son année. Parlons de la chaleur. La surface de Vénus maintient une température moyenne d'environ 465 degrés Celsius, suffisamment chaude pour faire fondre le plomb, le zinc et l'étain. L'atmosphère épaisse agit comme un isolant parfait, distribuant l'énergie thermique si efficacement qu'il n'y a aucune échappatoire. Les sondes soviétiques Venera, les seuls engins spatiaux à avoir réussi à atterrir et à transmettre des données depuis la surface, offrent un témoignage édifiant de ces conditions. Elles nous ont donné nos premiers et uniques instantanés réels de ce monde infernal, un aperçu fugace avant qu'elles ne succombent à la fureur de la planète. La surface elle-même est un désert volcanique, façonné par une activité géologique ancienne et peut-être continue. L'exploration de ce paysage est un défi monumental. Vénus n'est pas seulement passivement hostile, elle s'emploie activement à démanteler tout ce que nous y envoyons. L'atmosphère de Vénus est un agent chimique actif de destruction. Les nuages sont d'épaisses couches d'acide sulfurique. Tout engin spatial pénétrant dans l'atmosphère doit être protégé contre cet assaut chimique. Tandis que vous descendez, la pression augmente. À la surface, la pression atmosphérique est d'environ 92 atmosphères terrestres. Le poids de l'air est immense. Il n'y a pas de petits cratères d'impact sur Vénus, car l'atmosphère dense les brûle. La composition de l'air lui-même est mortelle, principalement du dioxyde de carbone et de l'azote. C'est un monde dont l'air représente une triple menace: poison, pression et corrosion. Compte tenu de ces conditions, comment savons-nous ce que nous savons de Vénus? Notre compréhension a été élaborée grâce à une combinaison de télédétection astucieuse et d'atterrissage héroïque et éphémère. Depuis la Terre, et depuis des orbiteurs comme Magellan de la NASA et le Venus Express européen, nous utilisons le radar pour percer l'épaisse couverture nuageuse. Le radar ne voit pas en lumière visible. Il envoie des ondes radio vers la surface et écoute les échos. En chronométrant et en analysant ces échos, les scientifiques peuvent construire des cartes topographiques détaillées, révélant les montagnes, les vallées et les volcans cachés à nos yeux. Cette cartographie radar a été notre principal outil pour explorer le paysage vénusien. La mission Magellan, au début des années 1990, a été révolutionnaire. Elle a cartographié 98% de la surface de la planète, avec un détail sans précédent,
nous offrant la première vue globale complète de ce monde caché. Elle a révélé une surface géologiquement jeune, suggérant un événement volcanique massif de renouvellement de la surface de la planète, survenu il y a environ 300 à 500 millions d'années. Sans radar, Vénus resterait presque un mystère complet, ses secrets à jamais enfermés sous ces nuages impénétrables. Les programmes soviétiques Venera et Vega nous ont fourni notre seule vérité terrain. Ces missions étaient des merveilles d'ingénierie pour leur époque, conçues pour être des béliers planétaires. Les atterrisseurs transportaient des caméras, des thermomètres, des baromètres et des analyseurs chimiques. Les quelques images qu'ils ont renvoyées montrent un terrain rocheux, fracturé et tabulaire, baigné d'une étrange lumière orange filtrée à travers les épais nuages. Ils ont confirmé les températures et pressions extrêmes prédites par les modèles. Ces missions représentent un summum de la fortitude robotique, se sacrifiant pour nous offrir quelques précieux moments de réalité sur le terrain. Pour l'avenir, de nouvelles missions sont prévues pour percer les mystères restants de Vénus. Les missions DaVinci Plus de la NASA et Veritas promettent de révolutionner notre compréhension une fois de plus. DaVinci Plus sera une sonde qui plongera à travers l'atmosphère, échantillonnant sa chimie avec une précision exquise, essayant de comprendre son histoire. Veritas sera un orbiteur qui cartographiera la surface avec un radar à résolution encore plus élevée, nous aidant à comprendre sa géologie. Ces missions représentent le prochain chapitre de notre exploration de ce monde infernal, motivé par le désir de comprendre pourquoi la prétendue jumelle de la Terre a pris un chemin si radicalement différent dans son évolution. Nous quittons le système solaire interne et voyageons vers Jupiter. Cette géante gazeuse est un monde de superlatifs. Sa grande tache rouge emblématique est une tempête qui fait rage depuis des siècles, assez grande pour engloutir la Terre. Au-delà de sa beauté se cache une menace invisible, son champ magnétique colossal. Le champ magnétique de Jupiter, ou magnétosphère, est un monstre cosmique. Il piège les particules chargées, les fouettant autour de la planète. Voyager à travers ces ceintures, c'est voler à travers une tempête de balles subatomiques. Un astronaute non protégé recevrait une dose mortelle en quelques secondes. Chaque mission a dû être conçue comme une forteresse résistante aux radiations. Un témoignage du danger extrême qui rôde de manière invisible autour de ce géant majestueux. Considérez le défi pour nos explorateurs robotiques. La sonde Juno de la NASA orbite autour de Jupiter, minimisant le temps passé dans les zones de radiation mortelle. L'électronique sensible est enfermée dans un caisson en titane pour la protéger des particules de haute énergie. Même avec un blindage, les radiations dégradent l'électronique. La mission de Juno est limitée, car les radiations finissent par causer des dommages irréparables. Jupiter est un cimetière électronique. Io crache du soufre et de l'oxygène dans l'espace, capturé par le champ magnétique de Jupiter. Cela forme un tore de plasma, alimentant les intenses ceintures de radiation. Les particules chargées créent des aurores spectaculaires, bien plus puissantes que celles de la Terre. Un magnifique avertissement du danger invisible qui imprègne l'environnement jovien. Le rayonnement mortel de Jupiter constitue une barrière fondamentale à l'habitabilité de ses lunes intérieures. Les 4 lunes galiléennes, Io, Europe, Ganymède et Callisto, orbitent au sein de cet environnement dangereux. Io reçoit la dose de rayonnement la plus élevée, suffisante pour stériliser la surface. Europe, avec son potentiel océan souterrain, est également baignée d'un rayonnement intense, mais sa coquille de glace pourrait offrir une protection. Ganymède et Callisto subissent moins de rayonnement, bien qu'il soit toujours dangereusement élevé. Ganymède possède son propre champ magnétique, offrant une protection localisée. L'exploration future, en particulier la recherche de vie sur Europe, devra faire face à l'environnement radioactif de Jupiter, nécessitant un équipement résistant aux radiations. Surmonter cet obstacle radiologique est essentiel pour explorer l'océan d'Europe. Bien que le rayonnement soit la menace la plus immédiate, n'oublions pas la nature de la planète elle-même. Jupiter n'a pas de surface solide.
En descendant dans son atmosphère, qui est principalement composée d'hydrogène et d'hélium, la pression et la température augmentent considérablement. Il n'y a pas de limite claire où le gaz se termine et un liquide commence. Au lieu de cela, le gaz devient simplement de plus en plus dense, passant à un état de fluide supercritique. À une certaine profondeur, la pression devient si immense, des millions d'atmosphères terrestres, que l'hydrogène lui-même se transforme en un nouvel état de la matière, l'hydrogène métallique liquide. Cette région d'hydrogène métallique est censée constituer la majeure partie de l'intérieur de Jupiter. C'est un vaste océan de la taille d'une planète, d'une substance que nous ne pouvons créer que pendant des fractions de secondes dans nos laboratoires les plus avancés sur Terre. C'est cet océan tourbillonnant et électriquement conducteur qui génère le champ magnétique de la planète. Les températures y sont considérées comme plus chaudes que la surface du Soleil, et les pressions sont au-delà de toute compréhension. Aucun matériau que nous pourrions concevoir ne pourrait survivre à une descente dans ce royaume. C'est un endroit à jamais hors de notre portée physique. Le voyage vers le bas serait un aller simple vers l'oubli. La sonde Galileo, qui a été larguée de son orbiteur en 1995, a fourni notre seul échantillonnage direct de l'atmosphère de Jupiter. Elle n'a survécu que 58 minutes, transmettant des données alors qu'elle plongeait dans les nuages. Elle a finalement été détruite non pas par la chaleur ou la pression seule, mais par une combinaison des deux, bien avant d'atteindre les couches plus profondes et plus exotiques de la planète. Ce fut un sacrifice héroïque qui nous a donné un ensemble de données inestimables sur les couches externes du géant. Ainsi, tandis que nous parlons de l'hostilité de Jupiter en termes de rayonnement, sa nature physique même est l'ultime barrière. C'est un monde sans sol, une planète d'immense gravité, de pression écrasante et d'une chaleur inimaginable en son sein. Ces puissantes ceintures de rayonnement ne sont que la couche la plus externe de ses défenses. Jupiter est un roi qui garde farouchement son royaume depuis son lointain domaine magnétique jusqu'à son noyau mystérieux et inconnu. C'est un monde à admirer, à étudier et à respecter à une distance sécuritaire. Un véritable géant dans tous les sens du terme. Voyageons jusqu'aux confins de notre système solaire. Nous nous dirigeons vers Pluton. Imaginez un endroit si lointain que le Soleil y apparaît comme une étoile minuscule. C'est un royaume d'un crépuscule profond et perpétuel. Ce monde est sculpté à partir de glace exotique. Le substrat rocheux est de la glace d'eau. De vastes glaciers d'azote, de méthane et de monoxyde de carbone gelé s'écoulent ici. C'est un paysage étranger à notre expérience terrestre. La sonde New Horizons nous a offert notre premier aperçu en 2015, révélant un monde d'une complexité étonnante. Nous avons vu des montagnes imposantes de glace d'eau, de vastes plaines de glace d'azote, connues sous le nom de Sputnik Planitia, couvrent la surface. Ce bassin massif est un glacier colossal et lent. Nous avons découvert un monde dynamique et vibrant. L'idée même de glacier fait d'azote défie notre intuition terrienne. Pluton, étonnamment, possède une fine atmosphère d'azote, de méthane et de monoxyde de carbone. Cette atmosphère et ses glaces de surface sont liées. Alors que Pluton orbite autour du Soleil, sa distance varie, créant de longues saisons. Plus près du Soleil, la glace se sublime, alimentant l'atmosphère. Plus loin, l'atmosphère gèle et retombe à la surface. New Horizons a révélé des couches de brume, formées lorsque la lumière du Soleil décompose le méthane. Cela crée des tholins, des composés brun-rouge colorant Pluton et Charon depuis des milliards d'années. Pluton n'est pas solitaire. Il est le partenaire dominant d'un fascinant système lunaire. La plus grande lune, Charon, fait la moitié du diamètre de Pluton. Ils sont souvent appelés un système binaire, orbitant autour d'un centre de masse commun. Ils sont enfermés dans une danse cosmique, se faisant face perpétuellement. Pluton a 4 lunes plus petites, Styx, Nix, Kerberos et Hydra. Ces lunes ont des formes irrégulières et culbutent de manière chaotique. La théorie principale suggère qu'un impact géant a créé cette famille. Les débris se sont agglomérés pour former Charon et les lunes plus petites.
C'est un rappel que même dans les frontières gelées du système solaire, le passé était une période d'immense violence et de création cosmique. Pluton pourrait cacher un secret, un vaste océan d'eau liquide sous sa surface glacée. Comment est-ce possible? La chaleur résiduelle de la formation de Pluton et les éléments radioactifs de son noyau pourraient faire fondre les couches de glace les plus profondes. Les scientifiques supposent que l'ammoniac ou les sels dissous agissent comme un antigel, abaissant le point de congélation de l'eau. L'emplacement de Sputnik Planitia suggère une anomalie de masse positive soutenue par un océan souterrain dense. Les fractures de surface suggèrent que, lorsque cet océan a gelé, il s'est dilaté, fissurant la croûte glacée. Même dans les recoins les plus froids de notre système solaire, il y a des secrets qui ne demandent qu'à être découverts. Voyageons vers le cœur de notre système solaire. Nous nous dirigeons vers Mercure, un monde de feu ardent et de glace glaciale. Imaginez-vous debout sur sa surface sans atmosphère pour vous protéger du soleil. Le soleil est une fournaise monstrueuse et ardente. Le sol sous vos pieds chaufferait suffisamment pour faire fondre le plomb. Mercure n'a pratiquement pas d'atmosphère. Une atmosphère est comme un thermostat planétaire. Alors, quand le soleil se couche, la température chute. Elle chute à une température ahurissante de moins 180 degrés Celsius. C'est la variation de température la plus extrême de toutes les planètes de notre système solaire. Un monde de coups de fouet cosmiques. Alors, pourquoi Mercure est-elle si dépourvue de boucliers atmosphériques? Pour comprendre cela, nous devons considérer ses deux voisins accablants, le Soleil et le vent solaire. Mercure est le petit pousset de la portée planétaire, à peine plus grande que notre propre Lune. Sa petite taille signifie qu'elle a une faible gravité, ce qui rend incroyablement difficile de retenir une couche de gaz substantielle. Toute atmosphère primordiale qu'elle aurait pu avoir a probablement été emportée il y a des milliards d'années. Ensuite, il y a l'assaut incessant du Soleil. Le Soleil éjecte constamment un flux de particules chargées appelé le vent solaire. Pour une planète comme la Terre, notre champ magnétique robuste agit comme un bouclier déflecteur, protégeant notre atmosphère. Mercure a un champ magnétique, étonnamment, mais il est incroyablement faible. Ce bombardement constant nettoie activement la surface de la planète. Ce manque de tampons atmosphériques est ce qui fait de Mercure un monde de contrastes si nets et brutaux. Il n'y a pas de vent, pas de météo, pas de nuages pour disperser la lumière du soleil ou retenir la chaleur du soir. Il n'y a que le vide de l'espace, jusqu'au sol. La surface cratérisée de Mercure ressemble à celle de notre Lune, conservant un registre des impacts cosmiques. Des falaises et des escarpements massifs sillonnent la planète. Ces escarpements lobés sont des rides à l'échelle planétaire. Le noyau de fer de Mercure s'est refroidi et contracté, réduisant la taille de la planète entière et créant d'immenses failles géologiques. La planète continue de rétrécir. Mercure est un monde dynamique et en évolution, façonné à la fois par des impacts externes et un refroidissement interne. Cela crée un paysage unique, accidenté, avec un relief prononcé et des escarpements imposants. Le plus grand paradoxe sur ce monde brûlé par le soleil, la glace. Contre toute attente, c'est exactement ce que nous avons trouvé. Le secret réside dans les ombres. Certains cratères près de ces pôles sont dans un état d'obscurité permanente, à l'abri de la chaleur du soleil depuis des milliards d'années. La théorie principale est que la glace a été apportée par des comètes ou des astéroïdes riches en eau. Dans les régions polaires, toute vapeur d'eau qui aurait dérivé dans ces pièges froids et obscurcis en permanence aurait gelé. Sur des milliards d'années, impact après impact, d'importants dépôts de glace ont pu s'accumuler lentement. Alors nous y voilà. Une planète de feu et de glace. C'est un exemple frappant de la façon dont les environnements extrêmes peuvent créer des niches inattendues. Maintenant, aventurons-nous à nouveau dans le royaume des géantes gazeuses. Mais nous ne nous arrêterons pas à Jupiter même. Nous allons visiter l'une de ces lunes, un monde qui fait passer le Mordor pour une agréable station de vacances. Bienvenue sur Io, le corps le plus volcaniquement actif de tout le système solaire. Ce n'est pas un monde avec quelques volcans endormis.
C'est un monde en état constant d'éruption cataclysmique. Sa surface est une toile psychédélique et en constante évolution de soufre, de lave et de givre, un lieu perpétuellement déchiré et reconstruit de l'intérieur. Qu'est-ce qui pourrait bien provoquer une telle folie géologique? Le coupable est Jupiter. Io est prise dans une lutte gravitationnelle aux proportions épiques. D'un côté, il y a l'immense gravité de Jupiter, la plus grande planète de notre système solaire, qui tire sans relâche. De l'autre côté, il y a les poussées gravitationnelles de ces lunes galiléennes voisines, Europe et Ganymède. Alors qu'Io orbite autour de Jupiter, elle est tirée et comprimée de manière rythmique par ses forces concurrentes. Son orbite n'est pas un cercle parfait, elle est légèrement elliptique, ce qui signifie que sa distance par rapport à Jupiter change constamment. Cela peut sembler un petit détail, mais pour Io, c'est une condamnation à mort. Cette flexion constante est un processus que nous appelons le chauffage par effet de marée. Pensez-y comme plier un trombone d'avant en arrière. Que se passe-t-il? Il chauffe. Maintenant, imaginez faire cela à une lune entière de la taille d'une planète. La friction générée à l'intérieur d'Io par cette compression et cet étirement incessant génère une quantité incroyable de chaleur, maintenant son intérieur en fusion. Cette chaleur interne doit aller quelque part, et sur Io, elle s'échappe de la manière la plus spectaculaire possible, à travers des centaines de volcans qui parsèment sa surface, crachant de la roche en fusion et des gaz sulfureux à des centaines de kilomètres dans l'espace. Ainsi, le paysage infernal d'Io n'est pas dû au seul chauffage solaire ou à la radioactivité interne. C'est une conséquence directe de sa relation avec sa planète mère. C'est une lune torturée par la gravité. Chaque montagne, chaque coulée de lave, chaque panache de gaz imposant témoigne de l'immense puissance de Jupiter. Io est un monde dynamique et violent, non pas à cause de ce qu'elle est, mais à cause de l'endroit où elle se trouve. C'est une leçon cosmique. Dans l'espace, vos voisins peuvent avoir une influence profonde et dans ce cas, terriblement destructrice sur votre existence même. Poser le pied sur Io serait comme entrer dans le cauchemar d'un peintre. La surface est un patchwork chaotique de couleurs dues au soufre et à ses composés, projetés depuis l'intérieur de la Lune. Vous verriez de vastes plaines de lave noire à côté de givre blanc de dioxyde de soufre. Les volcans sur Io sont bizarres et variés. Certains sont de vastes dépressions en forme de caldeira remplies de lave. L'échelle et la puissance sont difficiles à comprendre. Les éruptions peuvent propulser des panaches qui s'élèvent à des centaines de kilomètres de hauteur. Ces panaches sont principalement constitués de soufre et de dioxyde de soufre gazeux, qui se congèlent en neige. Toute la surface d'Io est repavée tous les quelques milliers d'années. Le visage d'Io est en constante évolution. Vous seriez témoin de l'ascension silencieuse de gigantesques panaches d'éruption, un ballet constant de création et de destruction. C'est un monde où la planète elle-même est dans un état perpétuel d'agonie hurlante. Les horreurs d'Io ne s'arrêtent pas à sa surface. Le volcanisme incessant a un effet profond sur l'espace qui l'entoure. L'énorme volume de matière projeté dans l'espace, environ 1 tonne de soufre et d'autres éléments chaque seconde, ne retombe pas entièrement. Une grande partie s'échappe de la faible gravité d'Io et forme un vaste nuage de gaz et de plasma en forme de beignet qui encercle Jupiter, coorbitant avec la Lune. Cette structure est connue sous le nom de tor de plasma d'Io, et c'est l'une des caractéristiques les plus dangereuses du système jovien. Ce tor n'est pas seulement un nuage de gaz neutre. Il est piégé dans le champ magnétique immensément puissant de Jupiter, qui balaye Io comme un balai cosmique. Le champ magnétique arrache les électrons des atomes dans le nuage, créant un plasma surchauffé et chargé électriquement. Ce plasma est ensuite accéléré par le champ magnétique en rotation, tournant autour de Jupiter à des vitesses incroyables. Le tor de plasma d'Io est un anneau de rayonnement bouillonnant et énergétique, un accélérateur de particules naturelles qui représente une menace mortelle pour tout engin spatial ou être humain qui ose y pénétrer.
Pour toute mission vers le système solaire externe, comme les sondes Galileo ou Juno, le tore de plasma d'Io est un danger majeur. Les ions à haute énergie qu'il contient peuvent bombarder un vaisseau spatial, endommageant les composants électroniques sensibles, dégradant les panneaux solaires et sablant efficacement ses surfaces. Les ingénieurs doivent concevoir des engins spatiaux avec des compartiments blindés et résistants aux radiations pour protéger les composants les plus critiques. Voler dans cette région, c'est comme voler à travers une tempête de balles microscopiques et même avec une protection, les dommages cumulatifs peuvent mettre fin à la mission. C'est un signal clair du cosmos. Cet endroit n'est pas pour nous. Et qu'en est-il d'un humain? La dose de radiation à l'intérieur du tore et près d'Io est tout simplement stupéfiante. Un astronaute non protégé recevrait une dose létale de radiation en quelques minutes. L'environnement est si hostile qu'il grille non seulement l'électronique, mais les molécules mêmes de la vie. Io n'a pas seulement rendu sa propre surface inhabitable par le volcanisme, mais elle a aussi activement empoisonné son propre espace orbital, créant une zone de radiation mortelle qui fait de l'exploration rapprochée l'un des plus grands défis de la science planétaire. C'est un monde qui repousse agressivement tous les visiteurs. Au milieu de toutes ces discussions sur la lave, le soufre et le plasma, vous vous demandez peut-être où est un ingrédient clé que nous avons trouvé ailleurs, même dans les endroits les plus extrêmes, l'eau. Sur Mercure, nous l'avons trouvé cachée dans les ombres polaires. Sur Mars, nous la trouvons gelée dans les calottes polaires et sous le sol. Mais sur Io, l'eau est ostensiblement, presque entièrement, absente. Bien que située dans une région du système solaire où la glace d'eau est abondante, ses voisines Europe et Ganymède en sont riches, Io est l'objet le plus sec connu de notre système solaire. La raison de cette profonde dessiccation est, encore une fois, son histoire violente et son activité continue. Au début de son histoire, toute l'eau qu'Io aurait pu contenir aurait été ramenée à la surface par l'intense volcanisme. Mais contrairement à la roche et au soufre, l'eau est une molécule relativement légère. Lorsqu'elle est chauffée et expulsée dans l'espace sous forme de panache volcanique, une grande partie de cette vapeur d'eau aurait eu suffisamment d'énergie pour échapper entièrement à la faible gravité d'Io, dérivant dans le système jovien, pour ne jamais revenir. Au fil des milliards d'années, Io s'est littéralement asséché. Ce manque d'eau rend Io fondamentalement différente des autres lunes galiléennes. Europe et Ganymède, un peu plus éloignées de l'emprise gravitationnelle de Jupiter, ont pu conserver leur eau, qui forme maintenant de vastes océans souterrains, ce qui en fait des candidates de choix dans la recherche de vie extraterrestre. Io, en revanche, est une terre stérile et sulfureuse. Elle sert de puissante expérience de contrôle, montrant comment un léger changement de distance orbitale et de chauffage par les marées peut entraîner des destins planétaires radicalement différents. Un peu plus près du feu, et vous êtes cuit à sec. Ainsi, Io se dresse comme un monument à la violence géologique, un monde défini par ce qu'il est devenu et ce qu'il a perdu. Elle n'a pas d'eau, pas de potentiel de vie tel que nous la connaissons, et une surface qui est constamment déchirée et refaite. C'est peut-être l'exemple le plus frappant de notre système solaire d'un monde qui est vraiment, profondément et fondamentalement hostile. Elle ne se contente pas de défier la vie, elle efface activement toute possibilité de vie à chaque explosion volcanique. C'est un monde magnifique, terrible et absolument étranger. Nous avons voyagé jusqu'aux frontières hostiles du système solaire. Nous avons ressenti la pression écrasante de Vénus, bravé les tempêtes de radiation de Jupiter, frissonné dans le froid glacial de Pluton, oscillé entre les extrêmes de Mercure et esquivé la fureur volcanique d'Io. Ces mondes ne sont pas cléments. Ce sont des creusets de physique, de chimie et de géologie, opérant à des échelles et des intensités qui défient notre expérience terrienne. Ils sont magnifiques, ils sont terrifiants, et ils sont profondément, magnifiquement vides de vie telle que nous la connaissons. Et pourtant, que nous apprend ce voyage sur nous-mêmes? Il met en lumière l'étonnante fragilité et, paradoxalement, l'incroyable résilience de notre propre existence.
Il nous montre que notre monde, avec son climat stable, son atmosphère protectrice, son eau liquide et son bouclier magnétique, n'est pas la norme. C'est une exception cosmique, une anomalie précieuse et délicate dans un univers largement indifférent, voire carrément hostile, à la chimie complexe que nous appelons la biologie. Chaque monde hostile que nous étudions est un autre ver dans le champ d'amour à la planète Terre. Mais il y a une autre vérité, plus profonde, ici. La même espèce qui reconnaît cette fragilité est celle qui a la curiosité insatiable de s'aventurer et d'explorer ces mêmes lieux. Nous construisons des sondes, nous concevons des boucliers, nous pointons nos télescopes. Tout cela est motivé par un besoin fondamental de comprendre ce qui se trouve au-delà de notre horizon. Cette quête incessante de connaissances, cette curiosité humaine, est l'une des forces les plus puissantes de l'univers. C'est ce qui nous a fait passer de l'observation des étoiles à la marche sur la Lune. Et c'est ce qui nous emmène, à travers nos émissaires robotiques, aux portes de ces enfers planétaires. Alors, quand nous levons les yeux vers le ciel nocturne, ne voyons pas seulement des points lumineux, voyons des mondes. Voyons l'enfer de Vénus, les plaines glacées de Pluton, le cœur volcanique d'Io. Et réfléchissons au fait que, malgré les immenses défis, nous continuons à tendre la main, à apprendre et à rêver. Notre voyage à travers le cosmos ne fait que commencer. Il y a plus de mondes à explorer, plus de mystères à résoudre et plus de merveilles à découvrir. L'univers nous attend. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage vers ces lieux les plus incroyables. Et comme toujours, continuez de regarder vers le haut.